Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour ce premier podcast de l'année 2021, ce premier podcast notamment Gola Sosco de notre série qu'on a entamé depuis quelques temps déjà, et donc qui continue en 2021 et qui s'intéresse aujourd'hui à un des joueurs, peut-être le plus, non, pas peut-être, le plus jeune joueur qu'on a évoqué depuis le début de ce podcast, né en 2002, enfin l'un des plus jeunes, c'est vrai qu'on a parlé de Fabio Silva, je viens de m'en souvenir. Et donc on parle aujourd'hui donc de Thiago Thomas, l'attaquant du Sporting qui fait une saison plus que convaincante pour du haut de ses 18 ans. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler un peu plus et de parler un peu de son parcours jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour m'accompagner, Alex. Alex, comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir Mathieu, j'espère que vous allez tous bien. Oui, on a parlé aussi, en 2002, on a parlé de Fabio Silva, on a parlé aussi de Nuno Mendes. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est peut-être le plus jeune en termes de date si on est précis, mais non, c'est vrai que c'est l'un des plus jeunes. Ça, c'est pas le plus jeune, c'est l'un des plus jeunes. Et donc déjà le troisième joueur de la génération de 2002, bizarrement. Voilà. Et ça risque malheureusement, quoi, bien heureusement, de continuer. Et donc on parle aujourd'hui de l'un des avant-centres, qui aurait pu être un avant-centre phare d'une génération. Le premier, c'est qu'il y avait Fabio Silva né lors de la même année. Alex, un garçon qui si on reprend un peu son parcours, a fait quasiment toute sa formation du côté du Sporting. Il est arrivé à 13 ans, il me semble, en provenance des Estoril, si je me souviens bien. Et qui, moi, personnellement, je l'ai surtout découvert lors de cette fameuse saison de 2018-2019 en U17 où il avait marqué 28 buts en 28 rencontres, si je me trompe pas, c'est bien ça. Toi, comment tu as découvert? Je pense que tu l'as peut-être déjà vu en U15. Un garçon Ça. déjà à ce moment-là qui était, enfin moi surtout en U17, je le trouvais intéressant, mais c'est vrai qu'il y avait toujours cette petite comparaison avec Fabio Silva notamment en sélection. C'est ça, c'était surtout, vu que je suis particulièrement les sélections de jeunes au Portugal, donc à partir des 15 U16, j'ai commencé du coup à connaître Thiago Thomas. Et c'est vrai que c'est un joueur super sous-coté à mon goût. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de la même génération que Fabio Silva. Le problème, c'est qu'actuellement, on voit des comparaisons, comment dire, qui n'ont pas lieu d'être parce que c'est tout simplement deux joueurs totalement différents, qui ont un profil de jeu totalement différent. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'on les compare déjà à 18 ans alors qu'ils n'ont pas du tout le même type de jeu. Mais pour revenir ensuite à Thiago Thomas, du coup, c'est un joueur que j'ai connu en U17 avec la sélection. Il fait du coup aussi l'Euro Espoir L'Euro U17. 17, c'est ça. Et oui, après, il te fait quand même, comme tu as dit Mathieu, une excellente saison 2018-2019, c'est ça. Et ensuite, il enchaîne quoi, la saison dernière. Et c'est l'un des seuls joueurs quand même qui fait les trois échelons. Donc, il te fait C'est vrai. les juniors, bref, il te fait 6 matchs en U23. Et ensuite, il te finit la saison en équipe A. Et c'est un joueur c'est un buteur. Voilà, c'est vrai il est un peu moins buteur, par exemple, qu'un Fabio Silva. C'est vrai que c'est plus un attaquant mobile, Thiago Thomas. C'est un joueur de rupture qui va prendre un peu plus la profondeur, qui est un peu plus à l'aise techniquement que Fabio Silva, alors que Fabio Silva, c'est vraiment un joueur de surface qui préfère jouer de haut but, etc. Les deux peuvent jouer ensemble, tout simplement, donc c'est pour ça que je Mm. n'aime pas la comparaison. Mais oui, c'est un joueur pétri de talent, de qualité, voilà, 16 matchs joués cette saison, il est déjà à 5 buts. C'est l'un des jeunes joueurs qui est à partir de en 2002, l'un des plus jeunes joueurs qui marque le plus avec Fati et Wirtz, je crois que c'est ça, ouais. C'est les trois jeunes joueurs qui marquent le plus cette saison pour les jeunes. Donc voilà, on espère que ça va continuer pour lui. Ouais, Florian Wirtz de Leverkusen. C'est vrai que c'est l'un des jeunes, les plus jeunes joueurs nés après 2002 qui marquent le plus en Europe cette saison. C'est vrai que moi j'avais surtout découvert on a souvent parlé de cette fameuse saison de 2018-2019 parce que c'était la saison des 2002 tout simplement, en U17. Ça a été une saison entre Porto, Benfica et le Sporting et même Braga avec certains joueurs, Bernardo Couto et Yann Seid notamment, qui était qui était une saison vraiment magnifique, vraiment intéressante, et qui s'était conclue par un Euro U17 2019 un peu le Portugal perd en quart de finale, il me semble, face à l'Italie. Je sais plus si c'était en quart ou huitième, je crois qu'il n'y a pas de huitième, donc c'était en quart. C'était face à l'Italie, donc ça avait été un Euro un peu décevant. C'est vrai qu'en sélection, c'était
sûrement pas le terrain pour les voir les deux ensemble, enfin un point de l'attaque. Mais c'est vrai que dans ce fameux 3-4-3 d'Amorim, ce Thiago Thomas est utile, très utile même. C'est pour ça, je pense qu'il l'a appelé déjà un petit peu la saison dernière et avec ses 5 matchs, je n'ai pas exactement le nombre de minutes, mais c'était 5 matchs en A l'année dernière. Après, voilà, cette belle saison en U19, tout d'abord, 17 matchs, 13 buts, puis 6 matchs, 3 buts en championnat U23 du Portugal. Et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un joueur qui peut aussi donc, être neuf, et on l'a vu neuf notamment lors de la dernière journée face à Braga, mais on peut aussi le voir un peu plus à côté d'un neuf, et ça c'est ce qui est très intéressant dans son profil, sans être trop loin, sans être un ailier bien sûr, mais dans ce 3-4-3 où on joue avec 3 attaquants plutôt proches entre les lignes, et à chercher un peu plus ce couloir central, bah, lui est très utile. Est très utile parce qu'il peut faire quasiment toutes les positions, et même à droite et à gauche, ça change pas grand chose pour lui, il arrive quand même à se mettre en évidence, et même pour marquer, il arrive à trouver ses positions de frappe. Sur son profil, Alex, on en a parlé, c'est vrai que c'est un joueur voilà, qui est buteur, qui marque quand même des buts. C'est vrai qu'il est moins buteur que comme on compare tout le temps avec Fabio Silva, mais dans son jeu, il y a aussi des spécificités quand même intéressante, très intéressante même, qu'on voit dans un niveau quand même supérieur, qui est quand même la première division portugaise, avec ce fameux jeu sans ballon, ces fameux appels, cette course en profondeur qui ne sont pas là juste pour avoir le ballon dans les pieds, mais aussi pour créer ces espaces. Et moi personnellement, je trouvais que c'était quand même sacrément utile face à des équipes qui ont défendu un peu plus bas. Je pense notamment à ce but qui marque face à Gilles Vicente, où là il reçoit le ballon dans les pieds, mais il avait été aussi c'est ce genre d'appel caractéristique qui fait de lui un joueur quand même sacrément utile dès que l'adversaire ou un adversaire du Sporting se regroupe un peu plus dans son camp, notamment en fin de match. Ouais, clairement, c'est exactement dit. Et pour rebondir un peu sur tes propos que tu viens de dire là sur son positionnement sur ce 3-4-3 un peu où parfois il était un peu décalé sur l'aile droite. Il a d'ailleurs commencé la saison à ce poste-là. Et maintenant, c'est carrément devenu le 9, on va dire référence du Sporting, parce que j'ai l'impression que depuis 2-3 matchs, il a sauté là un peu à la place de Sporar. Mais il y a même certains matchs où il finit piston droit, quoi. Donc, Oui. il y a certains matchs où il finit piston droit et on se dit bah, que le garçon peut jouer un peu partout. Et c'est l'un des. D'ailleurs, je pense que tu seras d'accord avec moi, on ne s'attendait pas à une telle confiance de la part d'Amorim, une telle évolution de la part de ce joueur. C'est vrai qu'on savait un peu que quand Amorim est arrivé, on pouvait imaginer déjà qu'Eduardo Quaresma allait jouer dans cette défense à 3. On pouvait imaginer aussi que Nuno Mendes allait intégrer tout le couloir gauche, le piston gauche. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à voir un Thiago Thomas tout de suite. Moi, je l'attendais de voir peut-être une saison entière déjà avec les U23, parce qu'il a fait que 6 matchs avec les U23 finalement. Peut-être même passer par la case équipe B, et même pas en fait. Il a fait direct, il a passé direct des U23 à l'équipe A, même si l'équipe B n'existait pas les saisons dernières. Mais je pensais justement qu'il allait faire cette transition. Mais du coup, ouais, c'est un joueur qui a un profil très intéressant, surtout comme tu as dit, face à des blocs hauts. On l'a vu contre Braga, il a fait quand même pas mal de mal à cette défense-là, surtout à un moment où il fait un contrôle, il lance ensuite, je sais plus qui en profondeur. Non, c'est un joueur hyper intéressant. À 18 ans, il a quand même une grosse marge de progression. Et c'est un joueur en plus qui mentalement a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Donc non, non, c'est une bonne augure et on est content pour lui. On espère qu'il sera de moins en moins sous-coté parce que c'est dommage qu'il soit un peu dans l'ombre de cette génération 2002, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a tout le temps été dans cette fameuse ombre de Fabio Silva, notamment en sélection, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Entre Eduardo Quaresma et Nuno Mendes, on s'attendait à que ce soit peut-être les deux des 2002 du Sporting à arriver le plus vite dans cette équipe, mais il y en a un qui a sauté entre-temps, c'est Eduardo Quaresma, qui est en équipe B actuellement, et on a un Thiago Thomas qui correspond bien aussi, voilà, c'est son profil très varié, même si quand il joue piston droit, on n'est pas forcément d'accord, on va pas se le cacher, mais ça, enfin, j'ai pas l'impression que ça ait marché beaucoup non plus. Mais c'est vrai que sur le front de l'attaque et dans ce système-là, en plus, qui maximise ses qualités, parce que t'es pas tout seul devant, t'as toujours quelqu'un à côté de toi, t'as même toujours deux joueurs à côté de toi, et tu peux être aussi ce joueur qui a forcément ce point de référence qui peut être l'avant-centre, et notamment Sporar, quand les deux jouent ensemble. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, et c'est aussi la preuve que quand un entraîneur te donne cette confiance-là, tu lui rends. Et c'est vrai que c'est vraiment l'un des exemples d'ailleurs qu'on avait parlé, si on fait le parallèle avec l'autre club de Lisbonne, Benfica, où quand le collectif marche et quand on sent cette confiance au sein de tout un collectif, on a l'impression que tu peux mettre un peu n'importe qui, bon pas n'importe qui non plus, mais tu peux mettre pas mal de joueurs et notamment des jeunes, s'ils montrent qu'ils ont déjà le niveau physique, et il l'a,
très clairement, donc ça, il n'y a pas de problème, mais surtout le niveau technique, tactique qui démontre une sacrée compréhension. Et tactiquement, surtout, c'est vrai que c'est un joueur qui est très intéressant pour un coach. Et c'est vrai que face à Braga, j'ai trouvé que Spora avait fait plus mal à cette défense-là, même s'il était entré en cours de match et que c'était une défense qui était un peu expérimentale de 2 matchs seulement pour Carlos Carvalhal. Mais c'était aussi un joueur que moi, vraiment, j'ai trouvé très intéressant, plus intéressant d'ailleurs que Spora dans ces fameux espaces réduits, notamment celui face face à la Bessade il y a 2 semaines. Ce magnifique contrôle difficile à faire et avec peu de temps pour ensuite déclencher sa frappe. Donc, c'est vraiment, le style oui, du jeu. contre Vasso, c'est vraiment ses appels, par contre, de plus loin, avec plus d'espace derrière la ligne défensive. Et là, il est encore plus à l'aise. Et là, on revoit même Thiago Thomas de ses années de formation, où là, vraiment, c'était un joueur différent dans ces appels caractéristiques dans le dos de la défense et finition clinique aussi. C'est vrai qu'on attendait. Voilà, on peut le comparer à Fabio Silva. Il est peut-être un peu moins bon, en tout cas, au niveau de sa formation que Fabio Silva en termes de sang-froid devant le but et en termes de tueur, mais malgré tout, ça reste quand même un joueur qui a toujours performé et qui performe encore avec ses 5 buts en 16 matchs depuis le début de saison. Donc voilà, un joueur très intéressant, comme tu as dit Alex, qu'on n'attendait pas forcément arriver en premier lieu, après qu'on s'attendait à qu'il soit un jour dans cette équipe-là testé, et c'est bien, mais c'est de bonne augure. Et voilà, je le répète, c'est ce côté que quand un collectif marche, tu peux mettre un jeune comme ça, il va s'épanouir parce qu'il a aussi des joueurs qui sont en confiance à côté de lui et qui vont pouvoir aussi lui transmettre cette confiance. Et puisqu'il a en plus totalement le niveau, donc un joueur intéressant à suivre. Avant pas forcément de cette comparaison avec Fabio Silva et ce débat sur est-ce qui on prend aujourd'hui entre les deux, Alex, qu'est-ce que tu vois par rapport à lui, qu'est-ce qu'il peut encore améliorer et quels sont ses points faibles, ou en tout cas ses points améliorés que tu vois depuis qu'il est à ce niveau en senior et même en pro. Hier, c'est marrant parce que j'ai écouté du coup son podcast un peu Ouais. cet après-midi sur l'ADN Sporting qu'il a fait hier. Et il disait un peu que ses idoles, c'était Thierry Henry et Mbappé. Et c'est vrai que quand tu regardes son style de jeu, on va pas rentrer dans les comparaisons, bien évidemment, mais c'est vrai que son style de jeu se rapproche de ces deux joueurs-là. Et c'est vrai que quand tu prends le style d'Mbappé, tu te dis, c'est quoi le point faible d'Mbappé? C'est clairement le jeu de tête. Et c'est pour moi exactement le même point faible, on va dire, de Thiago Thomas. C'est son jeu de tête que je trouve pas extraordinaire. Je pense que s'il y a un point à s'améliorer, c'est là-dessus. Et peut-être son jeu de haut but, parce que il y a encore, voilà, il y a un axe de progression là-dessus, mais après, sur tout ce qui est appel des balles, technique, vitesse, il a déjà tout ça, mais c'est vrai que ouais, sur tout ce qui est jeu de tête et conservation du ballon de haut but, je pense que c'est là qu'il doit s'améliorer. Ouais, on est d'accord. Malgré ce but de la tête face à Lask en tout début de saison, si je me trompe pas, mais comme Mbappé, il en met aussi de temps en temps, mais pas. Mais c'est vrai qu'il a plus d'espace dans cette action-là précisément, et c'est vrai qu'il avait bien joué le coup. Mais ouais, c'est un joueur qui est vraiment complet, que je le répète, vraiment m'impressionne dans cette qualité voilà, d'attirer, d'utiliser cette profondeur, même d'attirer quand il décroche, même si pas forcément pour recevoir le ballon. Et là, c'est vrai que t'as tout à fait raison sur le côté qu'il a encore, il peut être ce neuf, mais actuellement, c'est vrai que quand tu as besoin d'un point de référence de haut but pour notamment sortir de la pression, comme face à Braga par exemple, au vu du match, à la fin, c'est facile de le dire à la fin, mais je trouve que c'était limite plus logique de mettre Sporar dans ce match-là, et pourquoi pas mettre Thiago Thomas à côté, face à en concurrence peut-être avec un Nuno Santos qui est moins bien en ce début de saison, malgré sa passe décisive sur le premier but. Mais voilà, c'est un joueur qui est vraiment très très intéressant et qui, à 18 ans, a encore ses axes de progression qui le feront vraiment évoluer sur le côté neuf et qui pourront lui faire vraiment être un choix limite indiscutable dans les années futures du côté du Sporting. Mais c'est intéressant. C'est vrai que, comme tu as dit, il est un peu sous-côté, mais pas trop. En tout cas, c'est un joueur voilà, qui fait ses gars, mais à contrario d'un Nuno Mendes par exemple, on a du mal à le voir. Voilà, on voit pas toutes ces rumeurs actuellement, ce qui est bien pour lui, j'ai envie de dire. Et on voit pas encore tout de suite toutes ces rumeurs folles. Il a une clause à 60 millions d'euros, il a prolongé, son cas a été bien géré, et en plus on imagine qu'il a quand même une trajectoire du côté du Sporting intéressante. Et qui va rester, je pense, encore quelques saisons à maturité, parce qu'on sent encore qu'il a encore une belle marge de progression. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, clairement, je lui souhaite en tout cas, hein. Voilà, là, il est en train de un peu se faire découvrir au niveau du monde entier, surtout depuis qu'il y a la stat qui est sortie, justement avec Fati et Wirtz. Ouais, voilà, c'est son nom. Mais, non, non, j'espère vraiment de tout cœur qu'il fera encore quelques années au Sporting pour qu'il puisse vraiment s'imposer en tant que numéro 9 de ce club-là, qu'il réussisse des performances avec ce club-là
et ensuite, bien sûr, il partira à l'étranger. D'ailleurs, il le dit aussi hier que voilà, qu'il ambitionne forcément un jour de jouer à l'étranger et de performer là-bas. Il a des objectifs bien en tête, mais oui, et puis c'est vrai que comme tu as dit, Nuno Mendes, c'est vrai que c'est un crack générationnel, donc forcément, dès il a suffi qu'il fasse 2-3 bons matchs, ça y est, on en parlait déjà à Manchester, etc. Et même en jeune, il était déjà convoité pour ces clubs-là. Thiago Thomas, c'est pas le cas. Je dirais pas que c'est un crack générationnel. Loin de là, c'est un très bon joueur, mais je pense pas que ce soit un crack. Du coup, forcément, c'est vrai qu'il est, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent sous-coté. Donc forcément, il n'y a pas toutes ces rumeurs-là. Mais je pense que oui, il fera encore une, voire 2 années, même faire 3 années, j'espère pour lui, pour ensuite s'envoler dans dans, de plus grands clubs que le Sporting. Ouais. Dernier thème sur Thiago Thomas, c'est sa marge de progression. Où est-ce que où tu vas aller jusqu'à où? C'est-à-dire, c'est vrai que si on avait posé cette question peut-être il y a 2 ans, entre les deux, on n'avait aucun doute sur Fabio Silva. D'ailleurs, on n'en a pas encore beaucoup des doutes, hein. Non. Il est déjà en Angleterre et donc attention aussi, même s'il est encore très jeune, 18 ans, faut pas l'oublier les deux. Mais lui, en tout cas, son cas est quand même sacrément bien géré parce que c'est vrai qu'il est un peu précoce entre guillemets puisqu'il est arrivé très tôt dans cette équipe-là, dans l'équipe première de son club, le Sporting. Mais il est comme sacrément bien géré depuis qu'il est là avec Ruben Amorim. Et donc, jusqu'à où tu le vois aller, étant donné que c'est pas un crack générationnel comme tu as dit, c'est pas le joueur que depuis sa formation on s'est dit lui il signera là, là ou là dans les plus grands clubs du monde, mais avec un garçon voilà qui est aussi bien, depuis qu'il est arrivé, ça c'est un vrai point du côté du Sporting sur certains jeunes, c'est sa très très bonne gestion. Où est-ce qu'un garçon aussi bien géré, malgré peut-être un talent inférieur à Fabio Silva, si on le compare à son pendant portugais, où est-ce qu'il peut, où est-ce qu'il peut aller? Bah ouais, tu viens de tout dire, c'est que pour juger un joueur, j'aime bien faire des classements par, tu sais, par étoile, un peu genre Ouais, crack rationnel. comme Football Manager. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que moi, tu le mets un peu dans ce classement de 3 étoiles où vraiment c'est pas un crack, mais une catégorie en moins, tu vois. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un joueur qui peut jouer dans un club qui peut lutter pour une victoire déjà en Europa League facilement. Donc quand je parle de ces clubs-là, c'est des Inter, des Milan, etc. Donc c'est pas, je dirais pas des top clubs mondiaux tels que le Real, que le Barça, le Bayern, etc. Pour l'instant, non, forcément, après, il a que 18 ans, mais c'est un peu compliqué de juger sa marge de progression tout de suite maintenant, voir où il pourra évoluer plus tard. Mais actuellement, je le vois jouer, je pense que s'il continue comme ça, à évoluer et à être géré comme il est géré, à progresser sur ses axes d'amélioration, je pense qu'il pourra jouer dans un top 15 club européen, tu vois. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, je le voyais plus dans une équipe avec un entraîneur qui est cette idée d'avoir un collectif très fort, un peu comme Leipzig de Nagelsmann. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas une équipe qui a une grande star avec le départ de Werner, mais qui a des très bons joueurs qui arrivent à créer un collectif et des dynamiques en termes pour surpasser notamment les organisations défensives adverses assez facilement. Et soit c'est un joueur assez malléable qui en plus on voit depuis le saison, depuis qu'il est en équipe première, un joueur qui comprend très bien les consignes et qui a voilà, ce fameux jeu sans ballon qui peut plaire à énormément d'entraîneurs qui ont envie de surpasser des blocs bas. C'est un joueur qui est très à l'aise entre les lignes, comme on l'a dit. Donc ouais, c'est dans un contexte collectif fort où il aurait un sorte de rôle très précis, comme pourrait, je sais pas, si on prend Nkunku de l'eau à Leipzig, avec ce rôle très précis en tant que milieu de terrain et pas en tant qu'attaquant, mais avec des consignes claires. Et en plus, cette façon aussi qu'a Nkunku de jouer un peu partout, bah, Thiago Thomas, dans le front de l'attaque, je pense qu'il pourrait jouer un peu partout, un peu dans tous les systèmes, sauf peut-être sur un côté, et encore, ça dépend si tu peux jouer ailier et rentrer beaucoup dans l'axe, ça dépend aussi de ce que l'entraîneur te demande. Mais voilà, un profil d'équipe qui pourrait le mettre en valeur avec un entraîneur qui ait là cette volonté voilà, d'avoir un collectif très fort en fonction des individualités peut-être qu'il n'a pas forcément. Mais c'est vrai que voilà, comme tu as dit, un Real Madrid, bon, pourquoi pas, vraiment, on peut jamais vraiment savoir, mais là actuellement c'est pas la première chose qui nous viendrait à l'esprit sur sa progression, enfin sur sa progression future. Il a que 18 ans, vrai. Donc dans 10 ans il aura que 28 ans. C'est chaud. Voilà, mais voilà, et voilà, si on peut finir aussi pour la sélection. On parle toujours dans le futur, hein, le futur lointain, mais c'est aussi un joueur intéressant. C'est aussi un joueur qui apporte un profil intéressant, et dans un contexte de sélection aussi, bah, ça peut être intéressant d'avoir des profils différents, surtout s'il va dans un bon club et qu'il performe dans un des top championnats, si sa courbe de progression qu'on voit actuellement se confirme. Clairement, ouais, je te rejoins. C'est vrai que bah, ouais, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter.
C'est vrai que pour moi, c'est un joueur qui doit rentrer plus dans un collectif plutôt qu'arriver en tant que star. Ça, Ouais, c'est ça c'est clair. et J'ai du là, mal à le voir, même s'il a un gros transfert, arriver comme une star dans un club. Après, j'ai pas l'impression que c'est la personnalité du bonhomme en plus. Donc, clairement, ouais. Ouais, clairement. Et puis, tu sais, dans un club où vraiment c'est un jeu de position, où tu domines tout le match, j'arrive pas à le voir dans ce club, dans un type de club comme ça. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'espace. On le dit depuis tout à l'heure, c'est un joueur qui a besoin de faire ses appels dans le dos de la défense. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut une équipe un peu qui. Voilà, un style de jeu qui lui convient, donc un jeu genre de transition, etc. C'est pour ça que j'ai du mal à le voir dans un club qui domine ses équipes à 90% du temps du match. Donc voilà, pour moi, après, c'est que pour moi, et je pense que je n'ai pas la vérité absolue, mais c'est là où il ira dans un tel club qui domine pas forcément tous ses matchs, qui s'adapte à l'adversaire, qui est malléable, comme tu as dit avec Leipzig, ce serait vraiment l'idéal pour lui. et bah ok Alex, je pense qu'on a fait le tour pour ce premier podcast Golasso Scout de la saison sur Thiago Thomas, donc l'attaquant de 18 ans, né en 2002, du Sporting Club du Portugal. Alex, merci de m'avoir accompagné pour ce podcast, qui sera donc disponible, comme vous le savez, sur YouTube, sur vos différentes plateformes que sont Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre autres, et voilà, et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pardon, sur YouTube et sur Twitch. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le retour des lives, le retour des podcasts et le retour de l'actu dans tout ce qui entoure le football portugais. Salut, Ciao. ciao.